Bonjour, je m'appelle Harper Moore. J'ai 27 ans et je viens de terminer mon Master of Business Administration à Stanford. Ce soir-là, j'ai enfilé une robe bleu foncé et je suis entré dans un restaurant chic au cœur de Palo Alto, où des lumières dorées scintillaient sur des tables drapées de nappes blanches immaculées. Des verres en cristal brillaient, parfaitement alignés sous la lumière, et le vin rouge tourbillonnait, comme s'il attendait d'être levé pour un toast. C'était censé être ma soirée, une célébration d'une étape importante franchie après des années à jongler entre le travail et les études, d'innombrables nuits blanches passées plongées dans des rapports, et de longues journées à faire des allers-retours entre les salles de classe et le bureau. Mais lorsque mes parents sont arrivés plus tard que tout le monde, j'ai immédiatement réalisé que mes attentes avaient été mal placées. Ils se sont assis sans un sourire, sans un mot de félicitation, et au lieu de reconnaître le MBA que je venais d'obtenir, ils ont orienté la conversation vers Alisa, ma sœur cadette, la seule fierté qu'ils semblaient porter dans leur cœur. Quelques collègues, polis et encourageants, se sont penchés et ont dit « Vous devez être si fier qu'Harper ait obtenu un MBA à Stanford. » Peu de gens peuvent réaliser cela. Mais mes parents ont répondu seulement par des sourires minces et des remarques dédaigneuses qui ont glacé l'atmosphère autour de la table. J'étais assise là, forçant mon sourire à rester en place, tandis qu'à l'intérieur, les morceaux de moi s'enfonçaient plus profondément. Puis est venu le moment que je n'oublierai jamais. Mon père, le visage rougeoyant, a frappé sa main contre la table et a crié « Payer les factures ne fait pas de toi une famille ». Ma mère a chuchoté, juste assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende « Tu es seulement jalouse de ta sœur ». J'ai levé la tête, j'ai esquissé un sourire froid et j'ai répondu par une courte réplique qui a tout changé « Alors, laissez-la payer ». En un instant, tous les regards se sont tournés vers moi, les amis écarquillant les yeux, les collègues stupéfaits, tandis que mon père rugissait « Sors », me chassant de ma propre célébration. Cette nuit-là, j'ai compris que j'avais été terrassé. Mais à ce moment précis, j'ai aussi choisi de les désavouer d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Avez-vous déjà été humilié par votre propre famille lors du jour le plus important de votre vie, pour être forcé de réaliser que les liens du sang ne sont pas toujours synonymes d'amour? Si c'est le cas, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire, afin que je sache que je ne suis pas seul. Avant que ce dîner de remise de diplôme ne se transforme en cauchemar, ma vie avait déjà consisté, pendant des années, à porter toute la famille sur mon dos. Au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé et étudié en même temps, non pas par passion ou par une grande ambition, mais simplement parce que je n'avais pas d'autre choix. Ma famille avait besoin d'argent, et j'étais la seule fille prête à faire tout ce qu'il fallait pour que la lumière reste allumée, pour m'assurer que mes parents n'aient jamais à s'inquiéter de perdre leur assurance, et pour permettre à ma sœur cadette, Alisa, de vivre à la hauteur de l'image de joyaux précieux qu'ils lui attribuaient toujours. Je me souviens de mes premiers jours en tant que consultante financière junior dans une entreprise à San Francisco. Le salaire de départ n'était pas impressionnant comparé à mes camarades de classe, mais pour moi, c'était un espoir. Chaque chèque de paie, je le divisais immédiatement en portions. La plus grande partie, près des 2/3, allait directement à mes parents. Cet argent couvrait l'hypothèque, l'électricité, l'eau, le gaz, Internet, toutes les factures qu'ils avaient pris l'habitude de me laisser gérer. L'assurance maladie pour toute la famille provenait également de mon compte, car mes parents disaient toujours que l'assurance en Amérique était trop chère, qu'ils ne pouvaient absolument pas se la permettre. J'ai mis en place des paiements automatiques, et mois après mois, plus de $2500 s'échappaient de mon compte comme sur des roulettes, au point que je ne me souvenais plus du jour exact où j'avais signé ces autorisations. Au fil des années, la somme d'argent n'a fait qu'augmenter, surtout une fois qu'Alisa est entrée à l'université. Ma sœur a choisi le droit, un domaine que mes parents ne cessaient de louer. C'est la vraie profession, prestigieuse, avec un avenir et un statut. Alors que je m'enfouissais dans le bureau d'une société de conseil financier, les nuits se terminant avec moi seul devant un écran Excel jusqu'à minuit, Alisa paradait en robe de soirée lors d'événements sociaux, affichait des escapades de fin de semaine avec des amis, le tout payé par l'argent que j'envoyais à la maison. Je me souviens clairement d'une fois où sa facture de scolarité était due, ma mère a appelé d'un ton irrité. « Harper, transfère l'argent rapidement. Elle doit le soumettre avant vendredi. » Elle ne peut pas être en retard sur ses amis simplement parce que sa sœur n'a pas réussi à la soutenir à temps. Il n'y avait pas de remerciement, pas d'encouragement, seulement de la pression et de la responsabilité qui m'étaient transmises comme si c'était mon devoir incontestable. Et il semblait que, aux yeux de mes parents, rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Je me souviens encore vivement d'un soir dans le salon. Je venais de rentrer du travail épuisé, le visage pâle après une longue journée, et mon père,
assis confortablement avec son journal, m'a jeté un coup d'œil indifférent avant de dire « Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le conseil financier ? Tu ne fais que traiter des chiffres et rédiger des rapports. Comment cela pourrait-il se comparer à un avocat ou à un médecin ?» Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas argumenté parce qu'au fond, tout ce que je voulais, c'était leur reconnaissance, qu'ils voient que je faisais de mon mieux. Mais au lieu de cela, je n'ai reçu que des haussements d'épaules dédaigneux et des mots condescendants. Certains souvenirs coupent si profondément que même maintenant, chaque fois que j'y pense, ma poitrine se serre. Quand j'ai eu 25 ans, mon anniversaire est tombé en plein milieu de la période des examens d'Alisa. Toute la famille a complètement oublié. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé une cuisine froide et vide, pas une seule carte, pas même un simple joyeux anniversaire. Ma mère était occupée à préparer des collations de fin de soirée pour Alisa, tandis que mon père parlait avec enthousiasme de l'avenir brillant de ma sœur. Je me suis assise seule dans ma chambre en mangeant un biscuit qui restait du bureau, en me chantant doucement un joyeux anniversaire. Quelques semaines plus tard, l'anniversaire d'Alisa a été célébré avec une fête somptueuse de plus de 50 invités, des feux de Bengale illuminant la cour arrière et un système de sonorisation complet loué. Je suis restée silencieuse dans un coin, tenant un verre d'eau, écoutant tout le monde applaudir ma sœur. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que quelqu'un ici sait qui a payé chaque lumière, chaque plat, chaque fleur à cette fête ? Étrangement, même en étant oublié, j'ai continué à payer. Une partie était parce que j'aimais ma sœur. Une autre partie était parce que je craignais le regard déçu dans les yeux de mes parents, et le reste peut-être parce que je voulais prouver que j'avais de la valeur, même si cette valeur n'était mesurée que par les chiffres sur un relevé bancaire. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, j'ai accepté des projets supplémentaires, je suis resté tard au bureau et j'ai même renoncé à des opportunités pour moi-même, juste pour m'assurer que, chaque mois, ma famille continue à vivre confortablement. Je me souviens avoir été si malade avec de la fièvre que je tremblais. Pourtant, je me suis quand même traîné au bureau pour terminer un rapport parce que je savais que si je manquais le travail, je ne gagnerais pas assez d'heures supplémentaires pour envoyer de l'argent à la maison. Personne de ma famille n'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Le seul message que j'ai reçu était de ma mère, n'oublie pas de transférer le paiement de l'assurance automobile ce mois-ci. J'avais déjà essayé de rechercher la proximité. Une fois, j'ai invité ma mère à déjeuner, espérant une conversation chaleureuse et sincère. Mais pendant tout le repas, elle n'a parlé que des projets d'avenir d'Alisa, de son prochain stage au tribunal à la nouvelle voiture qu'elle voulait acheter. Quand j'ai essayé de parler de mon premier projet réussi au travail, ma mère a hoché la tête distraitement avant de changer rapidement de sujet. Cette sensation d'être repoussé sur la touche s'est resserrée dans ma gorge, et j'ai réalisé que même assise juste en face d'elle, j'étais invisible. Pendant ces années, j'ai appris à endurer. Je me suis dit qu'un jour, lorsque j'obtiendrai mon MBA de Stanford, mes parents devraient enfin me reconnaître. J'espérais que ce diplôme serait une preuve indéniable que j'étais digne, moi aussi. Mais au fond, je savais aussi qu'il n'y avait aucune garantie. Parce que si 5 ans à porter la famille, à payer plus de 30 000 $ par an, n'était toujours pas suffisant pour qu'ils me voient, alors peut-être que rien ne le serait jamais. J'ai vécu dans ce silence, en serrant les dents, et en avançant parce que je n'étais pas prête à affronter la vérité, pas prête à me demander, étais-je vraiment membre de cette famille ou juste un porte-monnaie ambulant ? Et donc tous ces souvenirs, toutes ces années de silence et de rejet se sont abattus comme un raz-de-marée lors de mon dîner de remise de diplôme, l'endroit même où j'ai finalement compris la vérité. Aux yeux de mes parents, chaque sacrifice que j'avais consenti ne valait même pas un seul mot de remerciement. La décision d'organiser un dîner n'était jamais une question d'extravagance ou de vanité, comme ils le supposaient si souvent. Je voulais seulement une nuit pour marquer ma propre réussite, une soirée où les personnes qui avaient vraiment marché à mes côtés, mes amis, mes collègues, mes professeurs, pourraient lever un verre ensemble en signe de célébration. Après 5 ans passés à porter le poids de ma famille et à me dépasser dans des études interminables, je croyais que je méritais au moins un moment qui puisse m'appartenir uniquement. J'ai passé une semaine entière à chercher le bon endroit. Au final, j'ai choisi un petit restaurant italien sur la rue principale de Palo Alto, où des guirlandes lumineuses scintillaient comme de petites étoiles, des murs de briques rustiques apportaient de la chaleur et de larges fenêtres en verre s'ouvraient sur un patio pavé de pierre. Il n'était pas surpeuplé, mais il dégageait juste assez d'élégance pour que chaque invité se sente valorisé. Je n'ai pas fait appel à un service événementiel tape à accent grave-l'œil, je n'ai pas fait de spectacle. J'ai appelé le restaurant moi-même, j'ai réservé les tables, j'ai travaillé directement avec le chef sur le menu,
je me suis même assise pendant des heures à réfléchir à chaque plat pour qu'il convienne à tout le monde, y compris mes collègues végétariens. Je voulais que tout soit réfléchi parce que j'ai toujours cru que les petits détails font la différence. C'était ma façon de montrer du respect aux personnes qui venaient célébrer avec moi. Ma liste d'invités était modeste. J'ai invité mes amis proches du programme MBA, ceux qui connaissaient chaque goutte de sueur qui avait été versée dans mon parcours. J'ai invité mon supérieur direct et quelques collègues de la société de conseil, ceux qui m'avaient protégé les jours où je pouvais à peine me tenir debout. Je me suis assuré d'envoyer des invitations à 2 professeurs qui avaient toujours cru en moi, même si je savais que leurs horaires étaient chargés. Et bien sûr, j'ai envoyé des invitations à mes parents et à ma sœur. Malgré le doute qui pesait lourd à l'intérieur de moi, je voulais toujours qu'ils soient là. Je voulais croire que cette fois, ils s'assieraient dans cette pièce et me regarderaient avec fierté, au moins une fois. Je me souviens encore du moment où j'ai envoyé le message au groupe de discussion familiale, j'ai réservé un petit dîner pour fêter ma remise de diplôme. J'espère vraiment que vous pourrez venir car ce jour signifie beaucoup pour moi. Mon cœur s'est emballé pendant que j'attendais une réponse. Quelques minutes plus tard, ma mère a répondu par une seule ligne, « N'en faites pas toute une histoire. Pas besoin de fêter un diplôme insignifiant. » J'ai relu ce message encore, et une lourdeur s'est installée dans ma poitrine. Une seule phrase, mais elle a suffi à étrangler l'excitation que j'avais accumulée. Ce n'était pas la première fois que j'étais accueilli avec une telle froideur. Mais à ce moment-là, cela ressemblait à un présage, à une ombre de la tempête qui allait arriver. Je me suis mordu la lèvre, j'ai posé le téléphone et je me suis forcé à continuer. C'est bon. Ce dîner est le mien. Qu'il vienne ou non, je mérite quand même de fêter ça. Les jours suivants, je me suis lancé à corps perdu dans les préparatifs. Je me suis arrêté chez le fleuriste pour choisir des tournesols et des tulipes jaunes vifs, les fleurs que j'ai toujours aimées pour la chaleur et l'espoir qu'elles apportent. Je suis allé à la boulangerie et j'ai commandé un simple tiramisu, pas accent grave-l'œil, mais élégant. J'ai acheté une robe bleu foncé qui me seyait parfaitement, raffinée sans être trop voyante, parce que je voulais que la soirée se concentre sur l'histoire et le parcours, pas sur mon apparence. Dans mon petit appartement, je suis resté éveillé tard à écrire des cartes de remerciement pour chaque invité, les remplissant de mots venant du cœur pour que mes amis et mes collègues sachent à quel point j'appréciais leur présence. De temps en temps, pendant que je préparais, je me demandais si mes parents remarqueraient les efforts que j'avais déployés. Je les imaginais entrant dans le restaurant, entendant les applaudissements de mes amis et collègues, puis se tournant pour sourire fièrement et dire « Voici notre fille ». Je me suis accroché à cette vision comme un enfant s'accroche à un rêve, ignorant toutes les preuves du passé qu'un tel moment n'arriverait probablement jamais. Je me suis trompé, espérant quelque chose qui n'avait peut-être jamais existé du tout. La veille du dîner, j'ai appelé ma mère pour confirmer. Elle a répondu sans aucune trace d'enthousiasme dans sa voix. « Oui, si nous ne sommes pas occupés, ton père et moi pourrions passer, mais ne t'attends pas à grand-chose. Tu sais, Alisa vient d'obtenir un emploi dans un cabinet d'avocats, et c'est le genre de chose qui vaut vraiment la peine d'être fêtée. » J'ai serré le téléphone fermement, ma main tremblant, mais j'ai quand même murmuré en retour, « Je comprends. » Quand j'ai raccroché, je suis resté assise là, immobile, mon cœur s'effondrant sous son propre poids. Je voulais pleurer, mais je ne me suis pas permis de le faire. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'entrerais dans ma propre célébration avec fierté. Ce soir-là, le restaurant italien que j'avais choisi brillait d'une lumière dorée chaleureuse. De petites bougies scintillaient sur chaque table, leurs flammes se reflétant dans les verres en cristal, projetant un éclat lumineux dans toute la pièce qui semblait à la fois élégant et intime. La musique de fond était un doux piano diffusé depuis le coin, des notes douces mais porteuses d'un sentiment de cérémonie. Je suis entré dans le hall vêtu de ma robe bleu foncé, celle que j'avais choisie avec tant de soin, et un frisson d'anticipation a parcouru mon échine. C'était le moment que j'attendais, la soirée que je voulais consacrer à marquer le parcours des 5 dernières années. Mes amis sont arrivés tôt. Mon groupe MBA s'est précipité, m'enlaçant chaleureusement, me tendant un bouquet de tournesols vifs, les fleurs même que j'aime le plus. Un collègue m'a tendu une petite boîte cadeau soigneusement emballée et a dit « Harper, tu as travaillé sans relâche. Nous sommes si fiers de toi. » J'ai souri, et pour une fois, je me suis senti vu. Je me suis senti reconnu, un sentiment que je n'avais jamais connu au sein de ma propre famille. Le rire a rempli l'air, les verres ont tinté joyeusement, et pendant un instant, j'ai pensé, peut-être que ce soir, tout ira bien. Peut-être que, enfin, mes parents seront fiers.
Mais ensuite, lorsque l'horloge a dépassé 8 heures, mes parents sont finalement entrés. Ils sont arrivés en retard, se déplaçant lentement avec un air de formalité. Mon père portait un costume sombre, ma mère une robe noire ajustée, leur visage totalement dépourvu de sourire. Ils ne portaient ni fleurs, ni petits cadeaux. Je me suis précipité pour les accueillir, forçant un sourire. Je suis contente que vous soyez venus. Ma mère a seulement fait un léger signe de tête, ses yeux scrutant la pièce comme pour voir qui d'autre était là, tandis que mon père a tiré une chaise, s'est assis et a commandé du vin sans même me regarder. Je me suis dit que c'était bon, tant qu'ils étaient là. Je me suis retourné vers mes amis, j'ai continué à accueillir les invités et j'ai essayé de laisser la soirée se dérouler. Tout au long du dîner, cependant, mes parents ont parlé presque exclusivement d'Alisa. Ils se sont vantés de la façon dont elle venait de décrocher un emploi dans un prestigieux cabinet d'avocats à San Francisco, de la clarté de son avenir, de la façon dont elle deviendrait bientôt la fierté de toute la lignée familiale. Ils ont mis l'accent sur tous les détails, de son salaire de départ au nom des associés qu'elle pourrait rencontrer. Mes amis, polis et aimables, ont souri et écouté, mais je pouvais voir les regards compatissants, les regards silencieux vers moi comme pour demander « ça va ». J'ai forcé un sourire et j'ai levé mon verre, ma voix juste stable alors que je disais « merci à tous d'être venus célébrer avec moi ». Je suis vraiment reconnaissante d'avoir des gens qui croient en moi et me soutiennent même quand j'ai du mal à croire en moi-même. Les applaudissements ont rempli la pièce, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est fissuré. Je savais que quelque chose allait se passer, et je savais que cette nuit ne se terminerait pas comme je l'avais imaginé autrefois. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil vers mes parents. Ils étaient assis bien droits, froids, leurs mains immobiles, pas d'applaudissements, pas de regard fier dans ma direction. À côté d'eux, Alisa était assise les bras croisés, les lèvres retroussées en un demi-sourire comme si la victoire était déjà à elle. J'ai pris une longue inspiration, sentant mon cœur battre contre mes côtes. Un peu plus tard, un de mes collègues seniors, un mentor de longue date dans l'entreprise, s'est approché de la table où étaient assis mes parents. Il a souri chaleureusement et a dit « Vous devez être très fier d'Harper, qui a obtenu un MBA à Stanford. Peu de gens réalisent quelque chose comme ça. » Je me suis tenu à quelques pas, attendant en silence, espérant juste une fois entendre enfin des mots de reconnaissance. Mais mon père n'a fait qu'un faible rire, a haussé les épaules et a répondu « La vérité est qu'Harper est douée pour les études, mais elle n'a pas fait grand-chose pour aider cette famille. » Comparé à Alisa, cela ne veut presque rien dire. La pièce a semblé se figer. Mon collègue a eu l'air brièvement mal à l'aise, forçant un signe de tête maladroit avant d'orienter la conversation ailleurs. Je suis resté enraciné sur place, le cœur s'effondrant. Ces mots n'étaient pas nouveaux. Je les avais déjà entendus, mais jamais mon père ne les avait prononcés devant d'autres, là, au milieu de ce qui était censé être ma soirée. Des années d'endurance ont surgi en moi comme un raz-de-marée, et je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration, mes yeux rougis, mais inébranlables, perçant droit à travers mes parents. « Assez », ai-je dit, ma voix calme mais portante, tranchant le silence de la pièce. Au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé et étudié, non pas parce que j'avais une énergie inépuisable ou que je voulais me montrer, mais parce que j'ai porté toute cette famille sur mon dos. J'ai payé plus de 30 000 $ par an, l'hypothèque, les services publics, l'assurance, même les frais de scolarité d'Alisa. J'ai tout fait pour que mes parents puissent vivre confortablement, pour qu'Alisa puisse sourire sans s'inquiéter. Mais en retour, tout ce que j'ai reçu, c'était du silence, des haussements d'épaules dédaigneux, des mots chuchotés qui me dénigraient, même le soir même où je pensais qu'il serait enfin le mien. La table est restée complètement immobile. Quelques invités ont halté, incapables de cacher leur choc. Un de mes collègues a posé son verre, le bruit sec du cristal contre le bois résonnant comme un avertissement. J'ai vu les yeux de Lisa s'écarquiller tandis que ma mère se raidissait sur sa chaise, le visage momentanément figé. Mais la réaction la plus vive est venue de mon père. Son visage est devenu rouge écarlate, ses mains tremblaient alors qu'il serrait son verre. Puis il a claqué sa paume contre la table si fort que les couverts ont tinté. Sa voix a tonné dans la pièce silencieuse. Payer les factures ne fait pas de vous une famille. Ces mots m'ont transpercé comme une lame, mais en même temps, ils ont allumé la mèche de toute la colère que j'avais gardée enfouie. J'ai entendu quelqu'un à proximité reprendre son souffle, et je savais que tout le monde dans la pièce l'avait entendu aussi. Je ne tremblais plus. Au lieu de cela, j'ai esquissé un sourire froid et stable dont je ne me savais pas capable et j'ai croisé le regard de mon père. Alors,
laissez-la payer, ai-je dit. J'ai incliné légèrement la tête vers Alisa, chaque mot délibéré et clair, tombant de mes lèvres comme un verdict irrévocable. L'air s'est figé. J'ai vu des yeux s'écarquiller d'incrédulité, quelques proches levant les mains pour se couvrir la bouche, et un jeune collègue se tournant vers moi avec un regard de choc mêlé d'admiration. Alisa était assise, figée, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. « Tu es juste jalouse de ta sœur » a murmuré ma mère, sa voix tremblante mais assez forte pour que toute la table l'entende. Je ne pouvais pas dire si sa voix tremblait de colère ou de peur que la vérité n'ait été exposée devant tout le monde. J'ai pris une longue inspiration et j'ai répondu, ma voix stable, calme et glaçante, « Jalouse ? Au cours des 5 dernières années, qui a payé pour s'assurer que cette famille ait un toit au-dessus de sa tête, de la lumière dans chaque pièce, une assurance lorsque vous avez été admis à l'hôpital ? Qui a permis à Alisa de fréquenter une faculté de droit dans une université prestigieuse ? Je ne suis pas jalouse. J'ai fait des sacrifices. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est du respect, chose que je vois clairement que je ne recevrai jamais de mes parents. Et puis les murmures ont repris, plus fort cette fois. Mon père, consumé par la rage, a rugi, « Sors. Sors immédiatement. Ce n'est pas un endroit pour tes théâtrales. » Son cri a effrayé toute la pièce. Même le personnel de service à proximité s'est figé, incertain, les yeux errant nerveusement. J'ai redressé mon dos, j'ai ramassé mon sac à main et pas une seule larme n'est tombée. J'ai seulement incliné légèrement la tête et j'ai dit, assez fort pour que tous l'entendent. Alors je ferai exactement ce que vous voulez. Je partirai. Et à partir de ce moment, ne vous attendez pas à ce que je débourse un seul centime de plus pour cette famille. Je me suis retourné et je suis parti, mais pas lent mais résolu. Le bruit de mes talons frappant le plancher de bois a résonné comme les derniers coups de tambour à la fin d'une symphonie. Derrière moi, j'ai entendu les murmures confus, le bruit des gens appelant mon nom, même la voix de ma mère essayant d'arrêter quelque chose qui était déjà allé trop loin. Mais il était trop tard. Alors que j'ouvrais la porte du restaurant, l'air frais de la nuit s'est engouffré, et j'ai su qu'un chapitre de ma vie venait de se refermer. Le chapitre où j'avais été épuisé dans le rôle de l'enfant qui portait le fardeau. Je suis sorti du restaurant, la porte se refermant derrière moi comme un point final lourd à la fin d'une phrase. Le faible son de la musique de piano flottait encore, se mêlant au rire qui avait été étouffé par la tension des instants précédents. Le vent nocturne de Palo Alto m'a effleuré, faisant onduler doucement la jupe de ma robe bleue. Je suis resté immobile pendant quelques secondes sur le trottoir pavé, prenant une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Ce soir, pour la première fois de ma vie, je n'étais pas restée silencieuse. Pour la première fois, je m'étais levé et j'avais tout dit à voix haute, mais cela s'était accompagné d'une rupture. Le sort de mon père résonnait encore dans mon esprit comme un couteau profondément gravé, et je savais que j'avais été officiellement privé du titre de fille. Quelques collègues et amis se sont précipités après moi. Claire, ma plus proche amie du programme MBA, a saisi ma main, ses yeux affichant un mélange d'inquiétude et de fierté. « Harper, ça va ? Je ne t'ai jamais vue aussi forte. » Un autre collègue a secoué doucement la tête et a dit, « Il ne te mérite pas. » Nous avons tout vu. Leurs paroles de réconfort ont fait piquer mes yeux, mais j'ai seulement souri en signe de gratitude. Je ne voulais plus pleurer. Les larmes avaient été trop bon marché dans ma famille, et maintenant je voulais garder ma fierté pour moi. Puis j'ai continué à marcher seul dans la longue rue, mes talons frappant régulièrement le trottoir, chaque son confirmant la résolution qui venait de se solidifier en moi. Je couperai complètement les ponts. Lorsque j'ai atteint mon petit appartement, j'ai allumé la lumière, j'ai posé mon sac sur la table et je me suis effondré sur le canapé. Le silence a envahi la pièce, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge murale. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que chaque chose dans cet appartement, de la petite table à manger à la bibliothèque, était le résultat de mes propres efforts, et non un cadeau de qui que ce soit. Ce sentiment d'autonomie m'a parcouru comme une force nouvelle. Je me suis levé, je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur pâle de l'écran a éclairé mon visage, reflétant l'image d'une Harper fatiguée mais dont les yeux brûlaient de détermination. Je me suis connecté à mon compte bancaire, chaque ligne de dépense apparaissant clairement à l'écran. Prêt immobilier, $1050 par mois. Charge, $280 par mois. Assurance, $450 par mois. Transfert de frais de scolarité, $1200 par mois. Paiement de la carte de crédit, $700 par mois.
Tout cela était régulier, précis, mécanique, comme si j'étais né uniquement pour alimenter la machine de la vie de ma famille. J'ai regardé ces chiffres et j'ai eu l'impression de voir les années de ma jeunesse s'évanouir. Puis, un clic à la fois, j'ai commencé à annuler chaque paiement automatique. Chaque pression sur annuler a sonné comme une cloche de libération en moi. Prêt immobilier annulé, charges annulées, assurance annulée, carte de crédit annulée. Il ne restait que les dépenses qui m'appartenaient. Enfin, j'avais enlevé les chaînes invisibles qui m'avaient maintenu captive pendant tant d'années. Je ne me suis pas arrêté là. Je me suis connecté au système d'assurance et j'ai envoyé un email. À compter d'aujourd'hui, je ne serai plus le payeur du contrat numéro 1SK3058714. Veuillez contacter directement le titulaire de la police pour mettre à jour les informations de paiement. Je suis allé sur le portail des frais de scolarité et j'ai supprimé ma carte de crédit du compte d'Alisa. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone et j'ai bloqué la carte secondaire que mes parents avaient toujours utilisée. Chacune de ces petites actions, juste quelques clics, a eu l'impression de couper un autre maillon de la chaîne qui m'avait emprisonné dans le rôle de porte-monnaie ambulant de ma famille. Me penchant en arrière sur ma chaise, j'ai expiré une longue et régulière inspiration. Un calme étrange s'est répandu en moi. Plus de notifications de rappel, plus de factures planant au-dessus de ma tête. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé quelques mots pour graver ma résolution par écrit. S'ils croient que je ne suis pas une famille, alors à partir de ce moment, je vivrai exactement comme ils le disent. Je n'ai aucune obligation de sauver une famille qui ne m'a jamais considéré comme la sienne. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre de l'appartement en regardant les rues de Palo Alto tandis que les phares s'étiraient en une rivière de lumière. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère, comme si j'avais enfin déposé un sac à dos plein de pierres. J'ai pris une gorgée du reste de vin rouge du dîner, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence s'infiltrer dans chaque cellule. Je me suis murmuré, Harper, à partir de maintenant, cette vie est la tienne. Personne n'a le droit de te contrôler. Personne n'a le droit de te rabaisser. Tu as payé plus que suffisant. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais pris la meilleure décision de ma vie, la décision de couper les ponts. Pas seulement avec l'argent, mais avec les attentes, les blessures, les mots blessants. J'ai mis fin à mon rôle de pourvoyeur invisible. Demain matin, le chaos éclatera. Mais je n'avais pas peur car, pour la première fois, je vivrais pour moi-même. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est glissée à travers les stores et est tombée sur ma petite pièce. J'ai ouvert les yeux avec la rémanence de la nuit précédente, encore persistante, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai mis en marche la machine à café et j'ai respiré profondément tandis que l'arôme riche emplissait l'appartement silencieux. Mais en quelques minutes, le calme a été brisé. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Appel après appel, messages s'empilant, notifications sonnant si rapidement que l'écran brillait. Je savais que la tempête avait commencé. Le premier SMS venait de ma mère. Harper, pourquoi la facture d'électricité a-t-elle été renvoyée? Ils ont dit que le service serait coupé dans 48 heures. Que as-tu fait? Un autre a suivi immédiatement. L'assurance est annulée. Ils ont dit que le paiement a échoué. Ton père est furieux. Rappelle immédiatement. Je les ai regardés rapidement et j'ai pris une gorgée de café mesuré. Au même moment, un nouvel email de la banque est apparu. Le paiement du prêt immobilier a échoué. Veuillez nous contacter pour mettre à jour votre mode de paiement. Puis un avis de la compagnie d'électricité. Veuillez noter que le service sera interrompu si le paiement n'est pas reçu dans les 72 heures. Toute leur vie avait été soutenue par le flux constant d'argent venant de moi, et maintenant ce flux avait été coupé. Chaque maillon de leur chaîne commençait à s'effondrer. Je pouvais imaginer la scène dans la maison de mes parents ce matin-là. Mon père claquant la table, criant de colère, tandis que ma mère pleurait et passait frénétiquement des appels téléphoniques. De la cuisine au salon, la maison devait être noyée dans le chaos. J'ai souri faiblement, réalisant que mon silence était la forme de résistance la plus forte que j'aurais pu choisir. En milieu de matinée, Alisa a publié un long statut sur Facebook. Je n'arrive pas à croire que ma sœur puisse être si égoïste au point de couper tout le soutien juste à cause d'une petite bouderie lors d'un dîner. Elle n'a pas pensé aux conséquences. Elle n'a pas pensé à nos parents vieillissants qui ont besoin d'une assurance. Elle n'a pas pensé à notre famille. Sa publication a rapidement recueilli quelques commentaires apitoyés de ses amis. Mais moins d'une heure plus tard, les réponses ont changé.
Un camarade de classe de mon programme MBA a écrit « Égoïste ». Qui est celui qui vit de plus de 30 000 $ par an tout en rabaissant la personne qui les fournit? Un de mes collègues a laissé un commentaire. J'étais là hier soir. J'ai entendu son père dire « Payer les factures ne fait pas de vous une famille ». Si mes parents me disaient ça, je couperais les ponts instantanément aussi. Le statut d'Alisa est rapidement devenu le centre d'un débat. Mes amis se sont ralliés derrière moi, exposant la vérité que ma famille avait cachée pendant si longtemps. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message de ma mère disait « Harper, s'il te plaît, écoute-moi. Aujourd'hui, la compagnie des eaux a envoyé un avis qu'elle coupera le service dans 24 heures. Ton père est furieux, il crie dans toute la maison. Les voisins commencent à le remarquer. Veux-tu que nous perdions la face ?» J'ai laissé échapper un rire discret. Après toutes ces années, la chose qui leur importait le plus était encore de sauver la face devant les autres, jamais mes sentiments. Dans l'après-midi, le chaos avait atteint son apogée. Un des voisins m'a appelé. C'était tante Martha, la gentille voisine d'à accent grave côté qui m'avait souvent vu arriver chez mes parents avec des sacs d'épicerie ou des piles de factures. Sa voix était lourde d'inquiétude. « Harper, sais-tu ce qui se passe? La police vient d'arriver chez tes parents. » Mes sourcils se sont froncés de surprise. « La police? Pourquoi? » Martha a soupiré. Tes parents se disputaient si fort qu'un voisin a appelé le 911, pensant qu'il s'agissait de violences conjugales. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont découvert que l'eau avait déjà été coupée. Ton père criait sur les employés des services publics juste là dans la cour. Tout le voisinage l'a vu. Les gens n'arrêtent pas de parler. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, imaginant la scène. Mon père, le visage rouge, criant à travers l'allée. Ma mère pleurant, le personnel de la compagnie des eaux embarrassé et acculé. Des policiers debout en tant que témoins. Des voisins chuchotant entre eux. C'était le spectacle même que j'avais empêché pendant des années en payant ces factures. Maintenant, la vérité ne pouvait plus être cachée. Pour la première fois, il goûtait à ce que cela faisait lorsque le monde s'effondrait et que personne n'était laissé pour nettoyer. Alisa n'arrêtait pas de m'appeler. Quand je ne répondais pas, elle a laissé un long message vocal. « Penses-tu vraiment que tu as gagné? Tu as tout détruit. Maman et papa s'effondrent. La maison risque d'être saisie. Te rends-tu même compte de ce que tu as fait? Tout cela juste parce que tu voulais de l'attention. » J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu. Une partie de moi souffrait, mais une autre partie restait calme. Je savais que ce n'était pas une destruction. C'était la vérité qui finissait par éclater. Pendant des années, ils s'étaient appuyés sur moi, mais ne l'avaient jamais reconnu. Maintenant que j'avais retiré mes mains, il ne leur restait plus rien à quoi se raccrocher. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur portable, faisant défiler silencieusement le flot de nouvelles notifications. Un autre rappel par email de la banque. Un avis officiel de la compagnie d'assurance confirmant que la police avait été annulée. Un message de la compagnie d'électricité indiquant que l'ordre de coupure avait été programmé. Tout s'est effondré, brique après brique, déchirant le mur que j'avais passé des années à soutenir. Mais au lieu de la peur, j'ai ressenti un soulagement. Je savais que je ne leur devais plus rien. J'avais payé le prix assez longtemps. Là-bas, dans la maison où j'ai grandi, je pouvais imaginer les cris, les accusations, même les malédictions proférées contre mon nom. Mais je ne les entendais plus. J'ai choisi le silence. Je me suis versé un autre verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. J'avais l'impression que toute la ville avançait tandis que ma famille restait piégée dans le chaos qu'elle avait elle-même créé. Et à ce moment-là, je me suis surprise à sourire. Ce chaos, après tout, n'était pas une vengeance. C'était simplement la vérité révélée. La vérité selon laquelle je n'avais jamais été considéré comme un membre de la famille, même si j'avais payé pour les maintenir à flot. Et maintenant que les paiements avaient disparu, ils comprenaient enfin qui avait tout tenu ensemble depuis le début. Le lundi matin, alors que j'entrais au bureau, le ciel de San Francisco était inhabituellement clair. Je portais un simple tailleur gris anthracite, suis entré dans le grand immeuble de verre et portais avec moi une détermination tranquille. Après une semaine de bouleversement, je m'étais préparé à tout, mais je ne m'attendais pas à ce que ce jour arrive si tôt. À peine 10 minutes après m'être installé à mon bureau, j'ai entendu une agitation à l'accueil.
Un collègue s'est précipité, le visage mal à l'aise. Harper, je crois que tes parents sont dehors. Ils font une scène. Je me suis figé un instant, une vive douleur se contractant dans ma poitrine, mais ensuite une vague de calme m'a envahi. Je savais que ce moment était inévitable. Lorsque je suis entré dans le couloir, la scène qui se déroulait devant moi a glacé tout le bureau. Mon père, Richard, se tenait au milieu de la réception, le visage rouge écarlate, sa voix résonnant alors qu'il criait. Ma mère, Eleanor, s'accrochait à son bras avec des larmes coulant sur son visage, criant mon nom entre les sanglots. La réceptionniste avait l'air impuissante tandis que les agents de sécurité se tenaient au garde à vous, attendant des instructions. Mes collègues en route vers la salle de conférence s'étaient tous arrêtés net, les yeux écarquillés alors qu'ils étaient témoins du spectacle. Dès que mon père m'a vu, il s'est jeté en avant, pointant son doigt sur mon visage, sa voix sifflant de fureur. Tu as détruit cette famille, Harper. Tout ce que nous avions s'effondre à cause de toi. Son rugissement a retenti dans le hall, assez fort pour que quelques clients qui venaient d'entrer s'arrêtent pour regarder. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai gardé ma voix stable. Non, père. Ce sont vos mots, payer les factures ne fait pas de vous une famille, qui ont détruit cette famille. Je n'ai fait qu'exécuter ce que vous m'avez dit de faire. L'espace est tombé dans le silence. J'ai entendu des chuchotements se répandre derrière moi. Payer les factures ne fait pas de vous une famille. A-t-il vraiment dit ça? Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait une réplique, mais ses yeux brûlaient d'une colère impuissante qui ne faisait que le trahir davantage. Ma mère s'est précipitée, sa voix implorant. Harper, s'il te plaît, reconsidère. Ton père et moi avons pris l'habitude de compter sur toi. Maintenant, tout s'effondre. Veux-tu vraiment nous voir à la rue? Je l'ai regardé, et pendant une seconde fugace, j'ai senti une égratignure de douleur dans ma poitrine. Mais aussi vite, des souvenirs ont afflué, les anniversaires oubliés. Les nuits où j'ai brûlé de fièvre et n'ai rien reçu de plus qu'un SMS me rappelant de payer l'assurance. J'ai secoué la tête doucement. Je ne veux voir personne à la rue, mais je ne peux pas non plus continuer à être traité comme un portefeuille ambulant. J'ai trop donné, et la seule chose que j'ai jamais reçue en retour, c'est du mépris. Maintenant, ça suffit. Tous les regards dans le hall se sont tournés vers moi. Je me suis tenu droite, sans trembler ni baisser la tête. À cet instant, je ne me sentais plus comme la petite fille de la famille, mais comme une adulte qui avait tout à fait le droit de fixer des limites à sa propre vie. Mon père s'est approché, en grognant. Tu nous dois quelque chose. Sans nous, tu ne serais jamais allé à l'école, tu ne serais jamais arrivé à Stanford. J'ai esquissé un sourire froid. Sans moi, vous auriez perdu la maison, perdu l'assurance, tout perdu. Je ne dois rien à personne. Au contraire, c'est vous qui me devez un remerciement que vous n'avez jamais prononcé de votre vie. Des murmures ont de nouveau parcouru le bureau. J'ai vu mes collègues me regarder avec du respect brillant dans leurs yeux. L'un des directeurs de l'entreprise, debout à proximité, a fait un petit signe de tête, son expression solennelle et approbatrice. Mes parents, en revanche, se sont tus, leur visage raide et pâle. Mes mots étaient comme la lame finale tranchant le dernier fil fragile qui nous liait. Je me suis tourné vers les agents de sécurité et j'ai parlé clairement. Veuillez les escorter vers la sortie. C'est un lieu de travail et je ne permettrai pas que mes collègues soient davantage dérangés. Les agents se sont avancés, polis mais fermes, et ont guidé mes parents vers la sortie. Mon père a fait une dernière tentative de résistance, mais ma mère a tiré sur son bras, ses yeux rougis montrant qu'elle comprenait qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Alors qu'ils étaient conduits à l'extérieur, je suis resté immobile, regardant sans ajouter un mot. Mon cœur était lourd, mais en même temps, étrangement libre. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite qui ne pouvait être franchie. Lorsque les portes du hall se sont refermées derrière eux, le bureau est resté silencieux pendant quelques instants avant de reprendre lentement son rythme habituel. Un collègue qui passait m'a donné une douce tape sur l'épaule. Un autre a murmuré, « Tu es si forte ». J'ai souri faiblement et je suis retourné à mon bureau. En moi, il y avait de la tristesse, mais aussi une force nouvelle, la force qui vient de se protéger. Je savais qu'à partir de ce jour, la famille définie par le sang avait disparu. Mais je savais aussi que ma véritable famille serait construite avec les personnes qui me verraient et me valoriseraient pour ce que je suis. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un court courriel à mes parents.
À partir de maintenant, si vous souhaitez me contacter, veuillez envoyer un courriel au lieu de vous présenter sans prévenir. Je ne répondrai que si nos conversations se déroulent avec respect. Sinon, je serai forcé de couper toute communication. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur. À cet instant, je savais que j'avais véritablement coupé le lien. Plus d'appels téléphoniques suppliants, plus de cycles de larmes suivis de cris. C'était fini. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre de mon appartement, les lumières de la ville brillant de mille feux en contrebas. J'ai siroté mon verre de vin, me sentant légère et libérée. Je savais que quelque part, mes parents étaient enragés, et qu'Alisa était soit en train de pleurer, soit de pointer du doigt. Mais je savais aussi qu'une fois la vérité révélée, il n'y avait plus de retour en arrière. Et moi, Harper Moore, j'étais enfin libéré des chaînes invisibles qui m'avaient lié pendant tant d'années. Dans les jours qui ont suivi la confrontation au bureau, j'ai tenu parole. Je n'ai répondu à aucun appel de mes parents ou d'Alisa. De temps en temps, ma boîte de réception s'illuminait avec de longs courriels oscillant entre la colère qui m'accusait d'être égoïste et des supplications désespérées avec des promesses que les choses allaient changer. Je les ai lus, mais je n'ai jamais répondu. J'ai compris que tout signe de faiblesse de ma part me ramènerait dans le même cercle vicieux. Et ainsi, en silence, un nouveau chapitre pour ma famille a commencé, un chapitre dans lequel je n'étais plus celle qui maintenait tout ensemble. Des nouvelles de mes parents me sont parvenues par le biais de vieilles connaissances et de quelques proches. En quelques semaines seulement, la spacieuse maison de banlieue qu'ils avaient autrefois affichée avec fierté a été mise en vente d'urgence. Ils ne pouvaient plus payer l'hypothèque, maintenant en retard de 2 versements. J'ai entendu dire que mon père avait essayé de négocier avec la banque, mais lorsque le chargé de compte lui a remis une impression de l'historique des paiements avec chaque versement au cours des 5 dernières années portant mon nom, il est resté assis en silence, le visage rougeoyant. Les voisins qui avaient autrefois considéré ma famille comme le foyer modèle avec 2 filles dans des écoles prestigieuses murmuraient maintenant, alors, c'était Harper depuis le début. Sans elle, ils ne pouvaient même pas garder leur maison. La fierté que mes parents avaient polie comme de l'or s'est effondrée en quelques jours. Au même moment, ma mère a été contrainte de vendre les bijoux qu'elle avait toujours exhibés comme sa précieuse dot. Je me souviens encore que quand j'étais petite, elle sortait cette boîte en velours, plaçait chaque pièce dans les mains d'Alisa pour qu'elle les admire, et disait, un jour, quand tu te marieras, je te les transmettrai. Maintenant, un par un, chaque bracelet, chaque paire de boucles d'oreilles, était emmené au prêteur sur gage. Même l'alliance en diamant, que jadis elle appelait fièrement un symbole d'amour irremplaçable, n'a pas été épargnée. Tante Martha m'a dit plus tard que lorsque ma mère est sortie du prêteur sur gage, ses yeux étaient gonflés de rouge. Tout le quartier murmurait. Alisa ne s'en est pas mieux sortie. Le poste dans un cabinet d'avocats dont mes parents s'étaient vantés si fièrement auprès de tout le monde n'a duré que quelques mois. La vérité était qu'Alisa n'avait jamais été sérieuse. Tant qu'elle m'avait moi et nos parents pour la protéger, elle pouvait passer son temps à des fêtes mondaines, des virées shopping et des escapades de week-end. Mais une fois que toutes les dépenses ont été soudainement coupées, son immaturité a été mise à nu. Elle était fréquemment en retard, manquait des échéances et a fini par être licenciée. À ce moment-là, toutes les déclarations fières de « c'est elle la véritable fierté de notre famille » se sont évaporées. Elle est revenue à la maison sans emploi, un autre poids pesant sur mes parents déjà en ruine. Ma famille a commencé à vivre des jours qu'elle n'avait jamais imaginés. Leur voiture a été saisie lorsqu'ils n'ont pas effectué les remboursements du prêt. L'électricité et l'eau ont été coupées à plusieurs reprises, chaque fois rétablies avec humiliation. Ils ont été contraints de déménager dans un appartement exigu dans un quartier ouvrier, bien loin de l'élégante maison de banlieue qu'ils avaient autrefois affichée. J'ai entendu dire qu'une fois mon père était passé devant cette vieille maison, appartenant maintenant à de nouveaux propriétaires, et était resté silencieux devant le portail pendant longtemps avant de s'éloigner. Peut-être qu'alors seulement il a vraiment commencé à comprendre ce que signifiait la perte. Pendant ce temps, j'ai continué mon propre chemin. Au cabinet de conseil, le tumulte causé par mes parents ce jour-là, au lieu de m'embarrasser, a fait que les gens me voyaient différemment. Ils ont vu de la résilience en moi, le courage de fixer des limites. Quelques directeurs m'ont même approché pour me dire à quel point ils étaient impressionnés par mon sang-froid, par la façon dont je suis resté calme et en contrôle malgré la provocation. Grâce à cela, j'ai été sélectionné pour rejoindre un projet majeur à New York. À peine 6 mois plus tard, j'ai officiellement reçu une offre de transfert au siège et de prendre un poste de direction dans l'un des meilleurs centres de conseil. Le jour où j'ai signé mon nouveau contrat, tenant mon billet d'avion pour New York dans ma main,
je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à toutes les longues nuits où j'étais resté éveillé à cause de ma famille. Sans ces années, peut-être n'aurais-je pas appris la résilience, n'aurais-je pas trouvé la motivation de me battre si implacablement. J'ai souri à moi-même. Au final, ces blessures étaient devenues le fondement même qui m'avait permis de me relever. Les parents qui avaient l'habitude de se réunir chez mes parents se sont progressivement éloignés, en partie par embarras, en partie parce qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans des difficultés financières. Lors des rares réunions de famille, personne ne demandait plus à mes parents des nouvelles de leurs 2 filles talentueuses. Le silence a dû être plus tranchant que tout reproche. Je n'ai tiré aucune joie à entendre cela, mais j'ai compris que c'était le résultat inévitable d'années passées à s'accrocher à des illusions et à la fierté. Une année s'est écoulée et je me suis finalement installé à New York. Dans mon nouvel appartement donnant sur Central Park, j'ai organisé une petite réception. Des amis, des collègues proches et même mon grand-père, le seul membre de ma famille qui ait jamais vraiment cru en moi, étaient là. Ils ont apporté des fleurs, des bouteilles de vin et des mots de félicitations sincères. Assise dans ce cercle de chaleur, j'ai senti avec certitude que c'était la famille, pas les gens qui partageaient mon sang mais ne m'ont jamais reconnu, mais ceux qui ont choisi de se tenir à mes côtés, qui m'ont vu, qui m'ont élevé. Alors que je levais mon verre, un souvenir m'a frappé. Dans cette vieille maison, chaque fois que mon père recevait une facture que j'avais payée, sa seule réponse était un bref « ouais, bien ». Jamais un merci. Mais maintenant, j'étais entouré de personnes qui valorisaient chaque effort que je faisais, qui célébraient mon succès de tout cœur. À cet instant, j'ai réalisé que la vraie valeur ne vient jamais d'une reconnaissance réticente, mais d'un amour sincère. Et ça, c'était mon plus grand éveil. Quelques semaines avant la réception à New York, j'ai reçu une lettre manuscrite de mes parents. L'écriture était désordonnée, les mots hésitant quelque part entre des excuses et des reproches. Nous savons que nous avons eu tort, mais tu ne devrais pas être si impitoyable. Reviens à la maison à Noël. Nous sommes toujours une famille. Quand j'ai fini de lire, j'ai plié le papier et je l'ai mis de côté. Je ne ressentais plus de colère, mais je n'avais pas non plus d'attente. J'ai écrit un bref courriel en retour. Tant qu'il n'y aura pas d'excuses sincères, nous ne pourrons pas nous dire famille. Puis j'ai cliqué sur envoyer sans attendre de réponse. En moi, un calme s'est installé. La vraie famille n'est pas définie par qui partage votre sang, mais par qui vous voit et vous valorise. J'avais perdu une famille par le sang, mais j'avais trouvé une vraie famille, une famille de choix, et pour moi, cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Un soir d'hiver à New York, mon nouvel appartement brillait de la chaleur de lumière dorée. À travers les larges baies vitrées donnant sur Central Park, les grappes de lampadaires et l'éclat des gratte-ciel peignaient une scène éblouissante. À l'intérieur, la petite table à manger était soigneusement dressée avec une nappe blanche, entourée des rires d'amis, de collègues et de mon grand-père, les personnes qui étaient devenues ma véritable famille. Un an plus tôt, le soir de ma remise de diplôme de MBA, j'étais sorti d'un restaurant avec amertume, laissant derrière moi des cris et des paroles humiliantes. Et maintenant, alors que je levais mon verre de vin dans la maison que j'avais construite pour moi-même, je savais que ma vie avait tourné une toute nouvelle page. Mon grand-père était assis au coin de la table, ses yeux doux fixés sur moi avant de faire un petit signe de tête comme pour dire « J'ai toujours su que tu y arriverais ». À côté de lui se trouvait Claire, mon amie la plus proche du programme MBA, celle qui avait été témoin de toute la force que j'avais montrée cette nuit fatidique. Mes collègues du cabinet de conseil, les mêmes personnes qui m'avaient tapoté l'épaule en signe de soutien après le chaos dans le hall du bureau, riaient maintenant et racontaient des histoires, disant qu'ils n'avaient jamais vu personne affronter sa propre famille avec un tel sang-froid. J'étais assise parmi eux, le cœur chaud. Ce soir, je n'avais plus besoin de courir après le regard approbateur de mes parents, je n'avais plus besoin de m'accrocher à un lien qui avait toujours été empreint de mépris. Ce soir, je pouvais simplement me reposer dans le confort d'un amour sincère. Quand tout le monde s'est installé, je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai laissé ma voix retentir clairement. Il y a un an, j'ai été expulsé de mon propre dîner de remise de diplôme après avoir entendu mes parents me dire « Payer les factures ne fait pas de toi une famille ». Ces mots m'ont autrefois brisé, mais ils sont aussi devenus le tournant qui a révélé la vérité. La famille, ce ne sont pas les gens qui prennent de vous, mais ceux qui vous voient, vous valorisent et se tiennent à vos côtés même quand vous n'avez plus rien à donner. J'ai perdu une famille, mais j'en ai trouvé une autre, la famille qui est réelle. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes avant d'éclater en applaudissements. Claire s'est essuyé les yeux. Mon grand-père a souri avec une fierté tranquille,
et mes collègues ont levé leur verre pour porter un toast. J'ai regardé autour de moi et mon cœur s'est gonflé d'une paix que j'avais désirée toute ma vie. Quelques jours avant le dîner, j'ai reçu une lettre de mes parents. Dans celle-ci, ils ont écrit des lignes qui hésitaient entre des excuses et des reproches. Nous savons que nous avons eu tort, mais tu ne devrais pas être si impitoyable. Reviens à la maison à Noël car après tout, nous sommes toujours une famille. J'ai lu attentivement. Une partie de moi voulait répondre, atteindre une forme de réconciliation. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout, les anniversaires oubliés, les nuits où j'ai brûlé de fièvre pour ne recevoir qu'un SMS me rappelant de payer l'assurance, les innombrables fois où j'ai été comparé à Alisa même lors de mes jours les plus importants. Et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de ce genre de validation. J'ai donc écrit un bref courriel. Tant qu'il n'y aura pas d'excuses sincères, nous ne pourrons pas nous dire famille. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Plus de culpabilité, plus d'attente. Ce soir, à cette petite réception, j'ai réalisé que j'avais bouclé la boucle. J'ai cru autrefois que la famille était inébranlable, que le sang comptait par-dessus tout. Mais la vérité est que, parfois, les gens qui partagent votre sang sont précisément ceux qui vous blessent le plus profondément. Et parfois, de parfaits inconnus, par la sincérité et la compassion, deviennent les piliers sur lesquels vous n'auriez jamais imaginé pouvoir vous appuyer. La famille n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous choisissez. Je me suis assise, écoutant la conversation animée, le cliquetis des verres. Un jeune collègue s'est penché et a murmuré, « Harper, tu m'as appris une leçon importante. Il faut fixer des limites, même avec les personnes les plus proches de vous. » J'ai souri et j'ai hoché la tête. C'est vrai, car si vous ne vous protégez pas, personne d'autre ne le fera. Dehors, le vent d'hiver balayait le parc, mais à l'intérieur de mon appartement, l'air était chaud, comme si j'étais tenu dans une étreinte. J'ai incliné doucement mon verre de vin, regardant la lumière scintiller à travers le liquide rouge foncé. Dans mon cœur, je me suis murmuré, « Harper, tu as traversé l'enfer, mais tu en es sorti et tu as trouvé ton propre petit paradis. » Mon histoire se termine ici, non pas avec des larmes, mais avec un sourire paisible. Je sais que là-bas, beaucoup de gens se sont sentis invisibles dans leur propre famille, ont tout donné jusqu'à être vides et n'ont pourtant jamais été reconnus. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous y voyez, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La vraie famille ne concerne pas ceux qui partagent votre sang, mais ceux qui choisissent de rester, qui vous voient vraiment et qui vous élèvent. Et maintenant, je veux vous demander, à vous qui écoutez, avez-vous déjà été rejeté ou dénigré par votre propre famille? Vous êtes-vous déjà demandé si vous apparteniez vraiment à cette famille? Si oui, dites-moi d'où vous regardez, afin que je sache que dans ce voyage à la recherche d'une vraie famille, je ne suis pas seul. Merci d'avoir écouté.